L'Internet des objets connaît de multiples facettes. Et vous en connaissez certaines, vous en avez déjà rencontré un certain nombre, mais pour autant, vous ne les connaissez peut-être pas toutes, et c'est celles-ci que nous allons passer en revue. Cette liste n'est pas forcément exhaustive, d'accord? On va parler de la plupart des cas d'usage que l'on rencontre de façon assez classique, mais ayez en tête qu'il peut exister beaucoup d'autres cas d'usage pour les objets connectés. Alors, celui que vous connaissez sans doute le plus, parce que c'est celui qui touche les humains et dont on a beaucoup parlé dans ces premières années de la vie de l'IoT, eh bien, ce sont les wearables, c'est-à-dire finalement des objets connectés que l'on porte sur soi. Ces objets connectés-là, ils ont beaucoup d'avantages technologiques. En tout cas, on va dire, ils ont beaucoup de choses qui permettent de simplifier leur technologie. Et pour cette raison, ce sont les premiers à être arrivés. Alors, ce qui simplifie beaucoup la vie du fabricant d'objets quand il fait un wearable, eh bien, c'est qu'il y a un contact direct avec l'être humain. Et cet être humain est très pratique, c'est un peu l'esclave de son écosystème électronique. Entre autres, l'être humain recharge gentiment ses objets connectés tous les soirs avant d'aller se coucher. Par conséquent, la quantité d'énergie que vous avez besoin d'embarquer à l'intérieur de l'objet est moindre. Cet être humain a aussi un énorme avantage, il est connecté à Internet, en particulier s'il aime bien les objets connectés, il est un peu geek et donc bien connecté, avec un smartphone qu'il a constamment dans sa poche. Et donc par conséquent, eh bien, l'objet connecté n'a pas besoin d'aller directement sur Internet, mais peut se contenter de se connecter au smartphone à proximité. Il va donc pouvoir utiliser des technologies qui sont un petit peu plus anciennes que les technologies qui ont fait la rupture dans l'IoT, des technologies qui sont le Bluetooth Low Energy par exemple. Donc des technologies qui sont peu chères et qui ont un autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que ces technologies-là ne nécessitent pas d'abonnement pour être utilisées, puisque l'abonnement en soi vers Internet est payé par le propriétaire de l'objet au travers de son abonnement à son téléphone. Donc un certain nombre de choses qui simplifient le design de ces objets, qui simplifient les modèles économiques associés à ces objets-là, et qui font que les wearables ont été les premiers à arriver. Alors les wearables, on a le Fitbit dont on a parlé précédemment, les montres connectées, et puis on peut imaginer tout un tas d'autres systèmes qui mesurent votre santé, votre pouls, vos respirations, ce qui permet pour des sportifs de mesurer la qualité de leur mouvement. Voilà, toutes ces choses-là font partie globalement des wearables. La difficulté dans le marché des wearables est que, puisque c'est un objet en contact direct avec l'utilisateur, il est primordial que cet objet offre une qualité, une expérience utilisateur qui soit très riche, très quali et vraiment au goût du jour. C'est tout le problème de Fitbit dont j'ai parlé précédemment, où pour ce composant-là, eh bien, il y a eu beaucoup de concurrence avec des applications tout aussi bien les unes que les autres, voire meilleures que les unes que les autres, et qui poussent les équipes de développement à toujours devoir améliorer leurs produits, enrichir leurs produits, et donc implique des coûts de fonctionnement qui sont relativement importants liés à cette nécessité de devoir maintenir à jour les systèmes. Il s'agit aussi d'acquérir beaucoup de données avec les wearables, puisqu'on va toucher la masse du B2C, et il va falloir aussi bien sûr stocker, travailler, restituer ces données de façon efficace. Ça implique des coûts d'infrastructure qui sont importants, et donc la problématique du marché des wearables, c'est que la technologie permet de faire un système qui soit vendu sans abonnement, mais qui malgré tout a des coûts récurrents, et là on revient dans ce que je vous ai dit précédemment sur les business models dans l'IoT. C'est pour ça que les wearables, globalement, sont très présents, mais n'ont pas un modèle de rentabilité formidable et ont tendance finalement à se noyer dans d'autres fonctionnalités, type être intégré dans des mondes connectés, qui reprend un petit peu tout, où on peut avoir des business models légèrement différents. Le deuxième domaine que vous connaissez aussi assez souvent est le domaine du smart home, puisqu'on reste dans la sphère du grand public. Et donc le smart home, il s'agit de tous ces équipements qui permettent de monitorer le fonctionnement de votre chauffage, donc type thermostat connecté, ou les alarmes qui permettent de surveiller son domicile quand on est absent, des ampoules qui permettent d'allumer, d'éteindre, changer les couleurs, régler l'intensité de la lumière, et ainsi de suite. Voilà. Donc, tout cet écosystème d'objets qu'on appellerait domotique par le passé, qu'on peut aujourd'hui regrouper sous le thème de Smart Home, est assez divers, multiple, et s'appuie sur beaucoup de technologies de l'IoT. Là encore, c'est un monde qui
a de nombreux avantages pour celui qui développe des produits. Il bénéficie de la possibilité d'avoir un remplacement des batteries assez fréquent à un coût qui est nul puisque l'utilisateur va le faire lui-même. Mais là on parle de remplacement de batterie plutôt à l'échelle de 6 mois ou de 1 an pour que ça soit raisonnable d'un point de vue utilisateur. À noter toutefois, quand on a beaucoup d'objets connectés, ça devient quelque chose d'assez récurrent et problématique. Mais d'autre part, on utilise la connexion Internet de la maison pour pouvoir remonter les informations vers les plateformes. Et donc là encore, on a un modèle où les coûts récurrents sont relativement limités d'un point de vue télécom, puisqu'ils sont assurés par l'utilisateur de façon assez transparente, assez non significative, au travers de l'utilisation de l'Internet de la maison. Alors, ces objets-là sont assez intéressants parce que de plus en plus nombreux, avec une convergence qui petit à petit est en train de se faire et des cas d'usage qui sont en train aussi d'évoluer et de rentrer dans le quotidien des personnes. Malgré tout, il faut avoir en tête que globalement, sur ce genre de marché-là, si on élimine quelques best-sellers type Amazon Echo ou autres, globalement, on est sur des marchés qui représentent quelques dizaines, voire des centaines de milliers de devices à une échelle mondiale, mais rarement plus. C'est-à-dire que malgré tout, le smart home reste aujourd'hui un marché un peu de niche, un marché de geek, sans doute avec une évolution dans les années à venir, peut-être accéléré par rapport à ce qu'on a connu, mais ça reste malgré tout quelque chose qui a un petit peu de mal à démarrer, parce que le retour sur investissement pour les utilisateurs n'est pas toujours totalement perceptible, et donc on reste malgré tout un peu sur le monde du gadget. Toutefois, c'est un domaine où en termes d'économie d'énergie, par exemple, on a vraiment des choses qui sont très intéressantes à faire et qui sont vraiment dans la lignée de ce qui est nécessaire par rapport aux problématiques de réchauffement climatique qu'on peut connaître. Voilà, c'est vraiment des outils qui sont intéressants de ce point de vue-là, mais ils restent un petit peu difficiles à appréhender aujourd'hui pour les utilisateurs, pour Madame Michu, qui est encore un petit peu loin de tout ça. Voilà. Donc un domaine qui émerge et que vous connaissez peut-être. Maintenant, on va rentrer dans les domaines qui sont moins visibles et qui sont peut-être plus riches et sur la croissance va être sans doute plus importante. Tout d'abord, le Smart City, qui finalement est un smart home à une échelle beaucoup plus importante, mais là on parle de la ville intelligente. Et dans cette ville intelligente, eh bien là on rentre dans des contraintes qui sont différentes et des contraintes qui sont résolues par les nouvelles technologies de l'IoT. C'est des technologies qui permettent de communiquer avec moins d'énergie pendant des durées beaucoup plus importantes. Pourquoi ? Eh bien parce que ce monde de Smart City est un monde sur lequel on ne va pas aller changer les piles tous les 6 mois. Il faut donc que ce soit un univers sur lequel on a de l'autonomie sur plusieurs années, avec ces objets-là qui peuvent être plus gros et moins design, c'est moins important, mais qui vont devoir remonter une donnée de qualité, de façon à prendre des décisions efficaces, automatiques, décisions qui vont avoir un objectif, et je pense le premier, ce sera de rendre beaucoup plus verte et moins polluée la ville qui nous entoure, mais aussi de la rendre, et par conséquent, de la rendre plus fluide, de la rendre plus efficace globalement. Donc ces solutions-là sont des solutions qui commencent à se déployer doucement, mais qui vont avoir des impacts économiques qui sont importants, des impacts écologiques qui sont aussi importants et qui sont permis par les nouvelles technologies de l'IoT que nous avons un peu évoqué, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Le deuxième pan est sans doute celui qui se déploie en ce moment le plus rapidement est celui de l'IoT industriel. Alors l'IoT industriel, on n'est pas obligé de penser à l'usine et à la chaîne de fabrication, hein. On peut penser aussi à tout ce qui est gestion de stock, gestion de flux de façon générale, où là, on va retrouver des enjeux économiques avant tout. On peut retrouver aussi des enjeux écologiques et autres, mais on va surtout trouver des enjeux économiques. Et là, il s'agit d'optimiser sa façon de produire, que ce soit la production de nouveaux biens ou que ce soit, comme je disais, le transport et autres de ces biens-là. Eh bien, on va essayer d'optimiser, l'entreprise va optimiser cette production en accélérant, améliorant ses processus de fabrication grâce à la remontée de données du terrain et la prise de décision plus rapide, plus efficace et plus juste. Donc là, on retombe sur les technologies qui sont assez similaires aux problématiques de la Smart City, à savoir des objets qui doivent globalement avoir une autonomie très longue, qui ont par contre la possibilité d'utiliser des réseaux locaux qui sont déjà en place et sur lesquels on va chercher à réduire drastiquement les coûts de maintenance, puisque ce sont eux qui peuvent tuer le business model
associés à ce déploiement d'objets connectés. Dans l'agriculture, qui est aussi une industrie, on va retrouver exactement la même chose, avec la capacité dans l'industrie d'optimiser la production, de limiter les intrants, d'améliorer la façon dont on va arroser et donc consommer l'eau, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant pour moi dans le monde de l'agriculture, c'est que la transformation digitale dans le monde de l'agriculture est quelque chose qui n'était pas forcément évident. Amener des ordinateurs, des smartphones, amener des solutions SaaS dans le monde de l'agriculture n'est pas quelque chose d'évident, car ce n'est pas un outil qui est naturellement manipulé par cette profession-là. Beaucoup moins en tout cas, et beaucoup plus difficilement que dans l'industrie, qui possèdent tout un tas de cols blancs qui vont pouvoir utiliser l'informatique pour améliorer la chaîne de production. L'agriculture est composée à 99% de cols bleus qui auront beaucoup plus de difficultés à intégrer l'ordinateur dans leur quotidien, tout simplement parce que l'appareil serait rapidement détruit dans la plupart des métiers de ce domaine-là. L'Internet des objets est intéressant car il permet en fait de ne pas faire une transformation digitale sans avoir recours à l'informatique. Puisque là, les capteurs vont pouvoir être placés directement sur le terrain et être endurcis pour pouvoir résister aux conditions dans lesquelles on doit les mettre. Et l'interface entre l'utilisateur et ce capteur va pouvoir être un simple smartphone ou va pouvoir prendre des décisions de façon automatique ou, on va dire, de façon assez ponctuelle, ce qui nécessite un accès beaucoup moins récurrent à l'outil informatique, voire ne pas utiliser l'outil informatique au maximum. Et le déploiement d'objets, de choses physiques et concrètes, est quelque chose que le monde de l'agriculture fait constamment en manipulant beaucoup d'outils, et l'IoT deviendra un outil supplémentaire pour l'agriculture. Donc à mon avis, son intégration dans les processus agricoles est beaucoup plus simple, et de cette façon va permettre de vraiment transformer l'agriculture là où le digital a eu du mal à pénétrer jusque-là. Donc sur l'agriculture, on rencontre la même chose que sur l'industrie et le Smart City. Il a besoin d'une autonomie très grande, de résister en plus à des conditions qui peuvent être assez difficiles, entre la manipulation par des grosses machines, le fait d'être à l'extérieur, des températures basses, de la pluie, enfin toutes ces choses-là. Donc il va falloir que l'objet résiste à ce genre de choses. Il va falloir qu'on n'ait pas besoin de changer régulièrement les piles, les agriculteurs ont autre chose à faire de leur journée. Et il va falloir des systèmes qui soient capables de communiquer dans des zones qui habituellement ont peu de connectivité. Voilà. Mais tout ça, c'est les solutions sont en place, elles existent aujourd'hui, et c'est un domaine dans lequel l'Internet des objets se développe tranquillement, mais auquel je crois beaucoup en termes d'accélération pour demain. Se rapproche aussi du monde industriel un cas qui est aujourd'hui un cas un peu emblématique, parce que c'est là qu'on voit le plus de cas d'usage qui sont cités, qui est celui de la supply chain, et donc globalement de l'optimisation des flux de matières premières ou de produits finis en amont ou en aval de la production. Cette supply chain est aujourd'hui le cœur des optimisations parce que c'est là où il y a beaucoup de gains à faire dans les processus d'entreprise. On retrouve des problématiques qui sont assez similaires à celles qu'on a vues précédemment, peu de maintenance, des durées de vie qui sont sur plusieurs mois à plusieurs années, des choses qui vont résister à un environnement un petit peu compliqué, mais il y a un élément supplémentaire qui est l'existence de réseaux internationaux permettant de couvrir ces besoins-là. Quelque chose qui se déplace aujourd'hui en 2020, un produit qui est manufacturé va avoir des matières premières qui viennent d'un pays, va être fabriqué dans un autre, stocké dans un troisième, commercialisé dans un quatrième, et si on veut suivre la supply chain de bout en bout, il va falloir une couverture globale du monde pour arriver à faire ce suivi-là. C'est quelque chose qui était possible depuis plusieurs années, mais avec des coûts importants liés à l'utilisation de cartes SIM, mais depuis l'avènement des réseaux IoT tels que Sigfox, eh bien, ceci est rendu possible avec des objets qui coûtent beaucoup moins cher, des coûts beaucoup moins élevés dans le run et des autonomies en batterie beaucoup plus importantes. Donc ça a ouvert énormément de possibilités d'optimiser des processus supply chain et logistique d'entreprise, et c'est pourquoi c'est un des secteurs qui aujourd'hui se développe le plus, en tout cas qui se développe le plus bruyamment, parce que c'est celui dont les grosses entreprises parlent de façon assez fréquente comme une façon d'avoir amélioré grâce à l'IoT leur processus de fabrication et leur process interne. Tant que nous sommes dans la mobilité, eh bien, nous avons ensuite tout ce qui est véhicules connectés.
Donc les véhicules connectés qui sont aussi en plein développement. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de voitures qui sortent et qui ne soient pas connectées, même si l'utilisateur ne bénéficie pas forcément de cette connectivité. Aujourd'hui, elle est en place pour remonter de l'information auprès des manufacturiers qui vont s'en servir pour collecter de la donnée qui leur permettra de vous offrir des services supplémentaires ou de récolter de l'information sur l'usage, l'utilisation du véhicule de façon à améliorer la production du véhicule ou la maintenance du véhicule par la suite. Mais on va aller beaucoup plus loin avec ces véhicules connectés. On parle bien sûr du véhicule autonome, des communications inter-véhicules permettant de prévenir les dangers, y compris quand visuellement ils ne sont pas observables par le véhicule, maintenir distance de sécurité, se mettre d'accord pour doubler, enfin voilà. Il y a énormément de choses qui sont en cours de réflexion et de développement dans ce domaine-là, même si ça mettra quelques années à aboutir. Eh bien aujourd'hui déjà les manufacturiers collectent de la donnée qui permettra par la suite de créer des intelligences artificielles qui vont rentrer en pilotage ou en amélioration de notre conduite. Voilà. Donc tout ça sont des éléments qui sont aussi assez importants, non visibles, parce que vous n'avez pas forcément conscience que votre véhicule remonte de la data, mais pour autant, la plupart le font, et les constructeurs qui ne le font pas, à mon sens, ont vraiment tort aujourd'hui de ne pas collecter des données et vont prendre du retard dans la course. Voilà. Mais je suis convaincu qu'à peu près tous le font aujourd'hui. Donc il existe des tas d'autres domaines, ceux-ci sont les principaux que l'on voit communément dans le monde de l'IoT aujourd'hui. D'autres vont arriver en développement, mais vous voyez déjà ces pans-là sont des pans suffisamment génériques pour qu'on puisse les retrouver globalement un peu partout et qu'on puisse caser beaucoup de use cases dans ceux que j'ai cités précédemment. Vous remarquez aussi que les besoins technologiques varient en fonction des différents cas d'usage, ce qui explique que le développement de ces cas d'usage se fasse à des échelles et à des vitesses différentes. Et vous voyez qu'un certain nombre de ces cas d'usage ne sont accessibles que depuis que l'Internet des objets a été créé, donc a été identifié, on va dire, à partir de 2012-2013 et l'arrivée de certaines technologies qui permettent la communication à basse consommation d'énergie et très longue distance.